Nous avons le plaisir de recevoir ce matin messieurs Jawed Allel, vice-président du FCE chargé du développement du numérique, et monsieur Riyad Brahimi, membre du conseil exécutif, président de la commission développement de la relation entreprise-université. Alors, dans leur intervention, nos invités vont essayer de nous expliquer quelques concepts. On va parler de numérisation, d'innovation, de start-up, d'entreprise. Après leur intervention, on ira au débat, Inch'Allah. Je vous cède la parole, monsieur Jawed. Très bien, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Chers journalistes, merci de nous inviter au niveau du Forum El Moujahid. Ce qui nous donne aujourd'hui une tribune pour aujourd'hui de parler du numérique. Je pense qu'on n'en parlera pas assez longtemps du numérique. Je sais pas, je vais me rapprocher, je pense, du micro, c'est ça. Donc, on n'en parlera pas assez du numérique. Donc, souvent, quand on répète sur le numérique, et quand on dira peut-être ça y est, c'est là où il faut encore répéter en plus, pour pouvoir un peu comprendre un peu les concepts du numérique. Donc, moi qui suis dans le domaine depuis 25 ans, donc depuis les années 90, j'ai vu l'évolution du numérique en Algérie se faire, partant de la mise en place des infrastructures, ayant vu certains projets se mettre en place. Donc, pour moi, c'est un peu un privilège, un honneur de parler du numérique. D'abord, la question qui se pose, c'est que quand on parle de numérique, communément, pour certains, on parle de digital. Donc, pour être un peu dans le même jargon, même si le digital est un concept anglo-saxon. Donc, on utilise les deux jargons pour numérique et digital, pour qu'on ne crée pas des fois, on se dit est-ce que du numérique, est-ce que digital. Donc, pour moi, c'est un secteur qui a très très forte valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'engineering. Donc il est aussi porté par généralement des techniciens, des ingénieurs. Donc c'est un secteur très fortement à valeur ajoutée. En plus, pour nous, c'est un grand relais de croissance. Parce qu'aujourd'hui, si on voit l'économie mondiale en termes de numérique, la transformation numérique, les acteurs du numérique et du digital, vous allez voir que dans les classements des plus grandes fortunes du monde en termes d'entreprise, vous allez trouver les 3, les 4 premiers sont du numérique, donc inversement proportionnel par rapport aux 5 ou 10 dernières années où il y avait les gens de l'oil and gas, l'énergie. Donc vous voyez que le dominant au travers mondial en termes de croissance, ce sont des acteurs du numérique, ce sont les grosses sociétés du numérique. Donc ce qui n'est pas exclu un peu à travers le monde, même chez nous, aujourd'hui ça devait être la tendance. Si on devait revenir à ce relais de croissance, la moyenne globale en termes de croissance ou de participation au PIB, on est à 8%, à 9%, c'est la moyenne mondiale. Pour certains pays à très fort investissement numérique, on est à une moyenne de 12%. Si on compare par rapport à chez nous, on est à moins de 4, même je pense qu'on n'a pas les statistiques réelles, mais je pense qu'on l'avait évalué en 2018, on était à 4%. On a dû entre-temps regresser sur l'apport au PIB national. Donc il a l'avantage de ce secteur numérique d'être à la fois horizontal, donc transverse, il touche tous les secteurs d'activité, et à la fois vertical parce qu'il touche toutes les tranches de la société. Donc on est dans une configuration où le numérique est partout. C'est comme l'énergie. Donc assimilable si on devait le comparer à un secteur. L'énergie et le numérique, ils touchent tous les secteurs, toutes les tranches d'âge et c'est la même chose. Donc le numérique, c'est un pilier fondamental, on va dire le pilier fondamental pour l'économie numérique. Donc, et si sans existence d'infrastructures numériques, d'acteurs numériques, il n'y aurait pas d'économie numérique. C'est aussi, si on met en place le numérique, c'est un vrai outil de transparence, parce qu'à chaque fois
que vous mettez en place des processus numériques dans des administrations, vous laissez vous enlever à chaque fois l'intervention humaine, et par définition, vous mettez plus de transparence et plus de prédictibilité dans vos process. Donc, c'est aussi un outil qui permet, dans les secteurs transversaux, d'augmenter la productivité des entreprises. Donc, à chaque fois que vous avez des entreprises performantes, ça veut dire qu'ils ont optimisé le process, ça veut dire qu'ils ont mis en place un système de transformation numérique, ils ont été plus performants, plus productifs. C'est aussi, pour certains pays, et pour le nôtre aussi, j'imagine, c'est un puissant levier économique pour l'export. Parce qu'on exporte du service, parce que l'outil, le numérique, il n'a pas de frontières, donc il peut s'adresser partout ailleurs, à partir de chez soi. Et aujourd'hui, on voit certaines personnes, certains jeunes ingénieurs chez nous qui travaillent avec des multinationales à partir de l'Algérie et qui ont des revenus. Et là, même si c'est à stade familial, des petits jeunes qui développent avec Google. Donc, si vous demandez à certains qui font ça, ils le font d'une manière naturelle. Donc, par définition, c'est un outil important pour l'export. C'est aussi un véritable outil, enfin, le numérique pour l'ancrage humain, parce que 2 millions d'étudiants, dans 400 000 dans le technique, tous intéressés par le numérique, avec toute la fuite de cerveau que nous avons, si aujourd'hui le numérique est beaucoup plus développé, ça permettra avoir de l'ancrage humain. Et l'informaticien d'aujourd'hui, c'est le soldat de demain, parce qu'il y a un vrai enjeu international, un jeu global, c'est l'enjeu de la sécurité numérique. Et la sécurité numérique, si on va vers le tout numérique, il faut des règles sécuritaires, et les règles sécuritaires ne peuvent être adressées que par des nationaux, principalement, donc un devoir, j'allais dire, d'ancrage humain. Donc cet ancrage humain que nous devons absolument mettre en place, il faut créer l'écosystème, il faut créer les conditions pour que nos génies, nos jeunes talents, nos startups qu'on va aborder juste après, qui se lancent, n'auront pas l'occasion de s'exporter, de rester là-bas, ou bien de partir ailleurs pour pouvoir trouver un environnement beaucoup plus, j'allais dire, favorable à leur développement, parce qu'on a besoin d'évoluer rapidement. Donc tous ces avantages du numérique, du secteur numérique, nous donnent matière à réfléchir. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait durant les dernières 20 années sur l'Algérie? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on se pose les véritables questions. Donc on a assisté dans les années 2000, au début des années 2000, à un véritable élan. Donc il y avait une politique nationale de développement numérique. Donc on avait ouvert les secteurs télécoms, les opérateurs. Il y avait même plus d'une trentaine de fournisseurs Internet d'accès. Donc il y avait un engouement très intéressant dans les années 2000. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas. Donc dans la fin des années 2010, vers 2009, un élan qui s'est stoppé carrément. Et on se retrouve avec des situations où le numérique n'a pas pris l'élan qu'il faut. On a pris du retard, on n'a plus de fournisseurs Internet diversifiés, nous n'avons plus un écosystème numérique. Le plan de développement national, le fameux e-Algérie 2013 qui a été tracé et mis en place, on n'entend plus parler sur sa stratégie, à part des actions menées sur le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et la Sécurité sociale qui ont vu un peu, surtout le ministère du Travail qui a vu un peu évoluer. D'autres secteurs restent à la traîne. Et on a un peu... Donc, alors... La question qui se posait, c'est que je pense que est-ce qu'on a eu une vision stratégique du numérique du pays? Donc là, à ce moment-là, il faut peut-être en débattre. Et nous prenons aujourd'hui, en tant qu'acteurs du numérique, d'avoir une réelle vision stratégique pour le pays, pour le numérique, non ça sur 10 ans, sur 5 ans, à court terme, à moyen terme et à long terme. Qu'est-ce qu'on veut de cette stratégie numérique? Donc derrière, je pense qu'il faudrait que nous proposons aujourd'hui de mettre des assises et très rapidement de la transformation digitale et du numérique dans les 3 prochains mois pour asseoir une vraie politique numérique du pays. Un autre facteur aussi, parce que l'évaluation des choses, c'est que nous n'avons pas construit un véritable écosystème numérique. L'État, à un moment donné, s'est appuyé sur une transformation numérique par des acteurs publics tels qu'Algérie Télécom ou d'autres, et donc n'a pas donné l'élan nécessaire aux acteurs du numérique locaux. Les acteurs du numérique locaux qui existent depuis 20 ans, qui sont là, qui travaillent. Quand je dis acteurs du numérique professionnel, je vais donner un exemple très simple que
tout le monde peut comprendre. Le journaliste traditionnel qui écrit sur un journal veut faire du e-journal sur le numérique. Alors, c'est le métier qui se transforme, mais il a toujours besoin d'un professionnel du numérique qui lui fait son site, qui lui fait sa plateforme. Donc, c'est ce professionnel du numérique qui l'accompagne. Mettre en place un data center pour traitement de données, pour les CNAS, pour les utilisateurs, on a besoin d'un professionnel qui monte tout ça. Donc, cette filière du numérique qui n'a pas été structurée, qu'on n'a pas encouragée, qu'on n'a pas mis en place, est restée en marche. Durant les deux derniers ministères qui ont connu un peu le ministère du MPTIC, jamais l'écosystème a été réuni et convoqué ou bien réuni pour pouvoir être partie prenante de sa stratégie numérique. Pour vous dire, donc à un moment donné, les acteurs et les professionnels du numérique, donc par définition l'ingénieur qui sort de l'université, il va dans une société ou crée sa société, va être découragé en absence de ça. Donc, il y a un autre facteur qui joue encore par rapport à ça, c'est la régulation. La régulation aujourd'hui, donc les différents organismes qui régulent un peu, qui sont pour protéger le consommateur, pour avoir un encadrement, ont été souvent facteurs de blocage du numérique, par incompréhension. Un exemple simple aujourd'hui, alors on dit toujours que la régulation doit encadrer l'innovation. Mais si la régulation se met avant, elle va rétamer l'innovation, elle va la laisser pour compte. Un exemple simple, on a envie de lancer le cloud en Algérie, très bien, alors avant de le lancer, on met une régulation, on met des barrières de loi, on met tout ça, et une fois qu'on ouvre, et c'est très difficile d'avoir des clouds privés qui s'installent. Pourquoi? Parce que la réglementation est lourde, le processus est long. Vous prenez un autre exemple qui a réussi, ce sont les VTC, les fameux, ceux qui font dans les voitures, le tourisme tel que Yassir, Hitch, Temtem, etc. Ils se sont lancés sur le marché, ils ont pu avoir le marché, ensuite ils sont partis à la régulation, ils ont dit comment faire pour payer la CNAS, comment faire. Donc les gens se sont adoptés à ce business et ça n'a pas freiné. Ça n'a pas freiné l'innovation. Donc, vous voyez ces exemples qui se répètent même en Chine, hein, le e-payment avec Alibaba, ils nous ont laissé faire. Ensuite, ils ont régulé pour réadapter, pour protéger le consommateur, pour protéger aussi le pays, pour essayer de régulation et pour essayer d'encadrer l'innovation. Donc, la régulation, aujourd'hui, est un véritable frein au développement numérique du pays. Il y a beaucoup de retard accumulé à cause de la régulation, et là, c'est aussi le frein. Il y a aujourd'hui la libération des investissements en numérique. Quand vous prenez les différents ministères, et spécialement le ministère de l'Industrie, d'ailleurs, à chaque fois que je les vois, je leur ai dit, écoutez, essayez de parler de ministère de l'Industrie et du service, parce que quand même, on arrivera à se reconnaître quelque part dans les services. On leur dit, au même titre que vous donnez des avantages d'investissement à l'industrie, donnez-le au service des entreprises au numérique. Donnez ces avantages fiscaux. Quand vous allez demander un investissement pour une entreprise de services au numérique, on leur dit, c'est quoi vos équipements? On leur dit, nos équipements sont des serveurs, des laptops, etc. Ah, c'est ça des bureautiques, ça ne rentre pas dans le cadre de l'investissement. Alors que principalement les outils d'innovation sont là. Alors l'autre dernier frein, c'est les taxes qui ont été implémentées depuis 2018. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre pourquoi nous avons autant de taxes. Nous avons 30% de taxes vers un outil informatique. Imaginez aujourd'hui le manque à gagner que nous avons. Vous voulez acheter un laptop, vous avez 30% de taxes douanières, 19% de TVA, plus 4%, ça fait après une moyenne, on va calculer plus de 50%, voire 60% de taxes sur un outil informatique, sur un laptop. Donc, imaginez qu'est-ce que ça peut aujourd'hui engendrer. Moi, je préfère l'acheter à l'étranger, je le ramène, et puis c'est tout. Donc, ça encourage un autre marché en parallèle. Mais en plus, ça n'encourage pas l'innovation. Quand je vous pose une question, est-ce que vous, journaliste, vous produisez un article sur votre smartphone ou vous le produisez sur votre laptop? L'outil de production, c'est le laptop. L'outil de calcul, c'est les serveurs. L'outil aujourd'hui de transport de la donnée, ce sont les switches réseau et les routeurs. Ce sont aussi des équipements
qui sont très chers chez nous, très très chers. Et quand vous demandez à une PME d'augmenter sa productivité et d'aller dans une bonne gouvernance et dans la transparence, vous dites, écoutez, l'outil en lui-même est cher, il n'est pas accessible pour moi. Et en parallèle, vous avez une grosse partie de la commande publique, qui est 80% de la demande, et c'est eux qui vont payer les taxes pour les reverser. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc il y a un vrai manque à gagner sur cette parce qu'en transversalité, si aujourd'hui, pour comparer à d'autres économies, ce sont des taxes sur l'outil informatique les plus faibles, parce qu'ils augmentent la productivité du pays par rapport à tous les établissements, les PME aussi. Donc c'est aussi ces axes-là importants qu'il faudrait peut-être lever en termes de barrières pour pouvoir avoir une économie numérique qui décolle. Parce que les fondations de l'économie numérique sont les acteurs du numérique, les infrastructures du numérique, les lois sur le numérique et bien sûr tous les autres secteurs d'activité qui veulent se transformer dans le numérique. Voilà globalement un peu ce que j'allais dire sur le secteur numérique. Donc ce sont là les priorités. Vous interpellez le ministère, le nouveau ministère du numérique, dédié au numérique. C'est les priorités sur lesquelles vous l'interpellez? Exactement. C'est aussi, ça va être dans le livre blanc qu'on va au niveau du forum. Donc tout ça va être dans le livre blanc qu'on va soumettre pour pouvoir faire des propositions, parce que nous sommes force de proposition, nous sommes les acteurs du numérique, de ce que nous représentons, et on ne peut pas, je pense, mieux connaître que nous pour pouvoir faire les choses autrement. Donc c'est nous les acteurs. Donc maintenant, ce sont les bonnes propositions, je pense, à mon sens, et je pense qu'aujourd'hui, la volonté du président de la République pour aller vers une transparence, vers une meilleure gouvernance, vers des relais de croissance dans l'économie du savoir, et l'économie numérique s'inscrit dans cette économie du savoir, et ce sont des alternatives aux économies aux hydrocarbures. Très bien. Monsieur Brahimi va peut-être nous expliquer ce qu'est une start-up, la différence entre start-up et micro-entreprise. Monsieur Brahimi? Oui. Il faut, oui. Ramzé. Pardon, je vais essayer de... Ça, Ici. Je vous prête mon micro, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour tout le monde encore une fois. Je disais, M. Allel a bien défini les enjeux liés au numérique. Effectivement, maintenant, si on veut parler de start-up et d'écosystème start-up, effectivement, un des enjeux est certainement le numérique. Maintenant, il n'y a pas que ça, effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on a du mal à définir des choses. Alors, une start-up... Dans une start-up, on parle énormément de numérique. Dans une start-up, on ne parle pas que de numérique aussi, il faut le dire. Dans une start-up, on parle beaucoup d'innovation. Maintenant, on doit définir ce que c'est l'innovation. Ce que c'est qu'une start-up d'abord, M. Brahimi? Pour définir ce que c'est une start-up, je dirais que le modèle algérien n'est pas encore défini. On ne sait pas aujourd'hui ce que veut dire start-up dans un modèle algérien. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des conditions sur lesquelles le monde converge, qui sont sine qua non et qui définissent ce que c'est une start-up. Maintenant, à nous de mettre en place les indicateurs algéro-algériens. Alors, pour commencer, ce qui est sûr, c'est que mondialement, on définit une start-up, en fait, c'est une entreprise qui obéit à 4 conditions sine qua non. La première, c'est une entreprise qui est dans l'innovation. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est une entreprise qui a besoin de fonds de financement importants et sur plusieurs phases, c'est ça la deuxième condition. La troisième condition, c'est une entreprise qui n'a pas encore défini d'une manière définitive son business model. Ça, c'est la troisième condition. Et puis la quatrième et dernière condition, c'est une entreprise qui a un taux de croissance exponentielle. Ça, c'est la quatrième condition. Maintenant, à nous de définir ce qu'est le modèle algérien.
en gros, c'est qu'est-ce que l'innovation pour nous? Est-ce que l'innovation, c'est forcément aller inventer quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde, ou alors dire simplement l'innovation comme nous on la voit, et ce que moi je juge intéressant d'ailleurs, c'est quelque chose dont l'Algérie a besoin, qui peut exister ailleurs dans le monde, mais nous on a besoin de cette innovation localement. Qu'est-ce qu'un taux de croissance important? On doit le définir. C'est quoi un financement important? On doit mettre en fait des paramètres sur tout ça. Et une fois qu'on aura mis ces paramètres, on saura ce que c'est une start-up algérienne. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait quelles sont les conditions qui définissent une start-up à une échelle mondiale, en fait. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai répondu à votre question. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu qu'on mette un parterre d'experts et qui nous décrivent et qui définissent une fois pour toutes ce que c'est une start-up en Algérie. Comment nous, Algériens, devons statuer sur ce sujet. Quels vont être les paramètres qu'on va prendre en considération pour définir ce qu'est une start-up pour nous. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir travailler sur son écosystème, sur ses besoins, sur son environnement, etc. D'accord. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, en rajoutant un peu sur le modèle start-up, c'est vrai qu'actuellement, il y a un gros engouement sur le start-up. Donc, tout le monde est start-up aujourd'hui. Donc, mais il va falloir un peu définir parce que, comme... pardon. Et donc... pour le modèle start-up aujourd'hui, c'est que c'est d'ailleurs que nous saluons. Je pense que le ministère de la micro-entreprise, des start-up et des incubateurs et de l'économie du savoir est là, je pense, pour segmenter tout cela. Parce qu'à un moment donné, on peut être dans un business model classique. Donc, dès qu'au moment où on a défini son business model, on est dans la micro-entreprise. Donc, qui n'obéit pas à ces acteurs-là. Et donc, on n'est pas dans le modèle start-up. Parce que souvent, on se recherche. Start-up, c'est aujourd'hui, ne veut pas dire jeune personne. Start-up veut dire jeune entreprise. Je peux avoir 60 ans et créer ma start-up. Encore une fois, c'est toute la différence entre... Il y a un engouement de jeunesse, parce que la plupart, bien sûr, la jeunesse s'embarque sur la start-up, mais il y a aussi une grosse part aussi d'entrepreneurs, de gens qui ont des idées. Et le challenge aujourd'hui des gouvernants ou actuellement, ou de ce qui se passe dans l'écosystème, c'est de transformer ces idées en une entreprise. Et si on est dans l'innovation, si on est dans la croissance, si on est de besoin de fonds, si on est dans un business model non encore fait, on est classifié start-up. Si on a déjà un business classique quand on démarre, on est dans la micro-entreprise. Il y a des... Donc, c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, segmenter un peu les choses et redéfinir, donc, comme a dit mon collègue Riyad, c'est de redéfinir le modèle start-up algérien, suivant bien sûr les fondamentaux en commun qui se trouvent à l'international et le réadapter et redéfinir les concepts nationaux. Voilà, c'est ce que je voulais un peu rajouter sur le modèle start-up par rapport à ça. Il y a des facilitations au niveau de la nouvelle loi de finances concernant les start-up et les jeunes porteurs de projets. Est-ce que ça peut aider à développer un petit peu cette... Qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire plus par rapport aux facilitations accordées par la loi de finances? Nous pensons aujourd'hui que dans l'innovation et dans ce secteur-là, et surtout dans le numérique et d'autres secteurs innovants, qu'il faut un statut particulier. Le statut particulier aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'écoutez, il faut un statut particulier. On a vu dernièrement l'exonération de certains startups, la codification du registre de commerce. Au fait, ce sont des codes qui existent depuis longtemps. Donc, moi, j'ai travaillé sur ces registres-là, ces codes. Donc, il faut redéfinir une nomenclature des métiers dans l'innovation, parce que c'est ça tout le challenge aujourd'hui. C'est ça tout le challenge, la nomenclature des métiers, la codification au niveau des registres de commerce. Mais, donc tout ça, il faut les redéfinir. Et nous pensons aujourd'hui qu'exonérer d'impôts, il faut-il faire des bénéfices? Par exemple. Ça n'a pas de sens.
Et une fois qu'on fasse des bénéfices. Mais la première année, quand on lance, on n'a pas d'impôt, donc par définition, je considère que ce n'est pas un avantage. Et des startups, généralement, sur 2-3 ans, ne font pas de bénéfices. Donc le profit n'est pas l'objectif principal, c'est réussir à monter en puissance. Et donc peut-être aujourd'hui aider plus à trouver des fonds d'amorçage disponibles. Peut-être aujourd'hui, bien, on salue aujourd'hui la décision de la création d'une banque par rapport parce que la réforme aujourd'hui bancaire qui est habituée à un financement traditionnel doit absolument changer, et c'est la mère des réformes que nous prenons au Uniforum. Ça en découle de fait et ça touche directement aujourd'hui les startups. Et la prise de risque, on en parlait ce matin, la prise de risque au niveau des startups fait partie prenante aujourd'hui. Il faut qu'on ait des banques, ou bien des business angels, ou bien des fonds d'investissement qui intègrent la prise de risque. Les banques traditionnelles sont frileuses, ne prennent pas le risque. Et elles veulent des garanties même à 120%, voire 200%. C'est un véritable frein. Si vous demandez à une banque traditionnelle de financer une start-up, c'est tout faux. Vous avez tout faux. Il faudrait qu'il y ait des organismes financiers qui intègrent le risque de pouvoir aussi perdre de l'argent, parce que c'est une start-up, et c'est ça aujourd'hui toute la différence. Donc les mécanismes de financement sont très importants pour les start-up et pour aujourd'hui même l'économie en général, et le statut particulier exonéré sur 5 ans peut-être, crédit sur d'autres fiscalités, exonéré même au niveau du recrutement, beaucoup d'autres organismes, d'autres leviers qu'on pourrait utiliser pour les startups. Et nous considérons qu'il devait avoir un statut particulier. Je rajouterais juste, Monsieur Jawad a parlé de l'aspect financier. Effectivement, quand je décrivais en fait la startup, je disais c'est une entreprise dont le business model n'est pas encore défini. Quand on dit que le business model n'est pas encore défini, ça implique d'une manière directe que le risque il est important. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se fait un peu à l'échelle mondiale, c'est pas forcément les banques qui financent les startups, mais c'est plus des fonds d'investissement, c'est plus des organismes qui sont, à la différence d'une banque par exemple, une banque est là pour vous donner de l'argent, mais ne suivra pas forcément dans le processus de création, de développement de l'entreprise, alors qu'un fonds d'investissement est là comme acteur réel dans l'entreprise. Il va vraiment suivre ce que vous allez faire avec son argent tout le long du parcours. Maintenant, pour revenir à la loi de finances, tout n'est pas réglé, loin de là. Oui. On disait aussi qu'un des points les plus importants, c'est l'innovation. Aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres de l'innovation et de la recherche et développement en Algérie, on est un peu loin. Je vais me permettre de citer quelques chiffres. Aujourd'hui, en Algérie, par rapport à notre PIB national, c'est 0,53% qui est alloué à l'innovation et à la recherche et développement. On est très loin de ce qui se fait dans des pays développés ou même dans des économies voisines à la nôtre. En Allemagne, en Afrique du Sud, déjà, c'est 0,83%. En Allemagne, c'est 3,04%, donc c'est 6 fois plus que nous. Au Brésil, qui est une économie émergente, on est sur du 1,27%. La Chine, on est sur du 2,13%. La Corée du Sud, on est sur du 4,55%. La Tunisie, on est déjà sur du 0,6%, donc plus que nous. Et au Maroc, on est à 0,7%. Et d'ailleurs, ça, on le voit immédiatement dans le classement, qui est, dans le classement de l'Algérie sur le point de l'innovation. On est classé 113 sur 126 pays qui ont été classés. Bon, c'est déjà pas mal qu'on soit sur le classement. Tous les pays ne y sont pas. Mais le groupe qui a démarré. Donc je disais tous les pays ne y sont pas, à titre d'exemple. Je ne sais pas où est-ce que je vous ai lâché. Quand la lumière est partie. Le classement, on est 13e sur 126 pays répertoriés. 113e, non, ça serait trop pour 13e. 113e sur 126 pays classés. Je peux vous dire, l'Allemagne est 9e, la Corée, le Brésil est 66e. On parle d'innovation. On parle d'innovation, de recherche et développement et d'innovation. On est effectivement très loin, même par rapport
même par rapport à des économies voisines à la nôtre. On a un pays émergent comme le Brésil est 66e, la Tunisie est à la 70e place, le Maroc est à la 74e place. Donc il reste un effort à faire dans ce sens, et d'autant plus qu'on a les moyens. Aujourd'hui, nous avons un pays jeune, nous avons 2 millions d'étudiants, nous avons plus de 50 universités et écoles à travers le pays. Nous avons une masse de ressources humaines très compétentes. La preuve en est, ils font le bonheur des pays développés. Nous avons des écoles qui exportent pratiquement 100% de leurs produits. Donc aujourd'hui, nous avons de la matière. Il va falloir qu'on mette un peu plus d'efforts dans ce sens. L'innovation est quand même un axe primordial dans la création de start-up et dans cet écosystème. Alors il y a les banques, il y a les fonds d'investissement, il faut qu'on travaille dessus. L'innovation, on doit travailler dessus. Voilà, on doit travailler aussi sur nos ressources humaines. Aujourd'hui, on doit impérativement aller trouver notre talent, mais à un âge plus jeune. On ne doit pas attendre 25 ans. Justement, tout le monde sait qu'entre l'université et l'entreprise, il y a une déconnexion. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour faire accéder les jeunes et les étudiants dans ce domaine? Alors, pour chercher les compétences. Oui, effectivement, aujourd'hui, alors il y a une déconnexion. On parle souvent de ponts. Moi, oui. je dis souvent, les ponts sont là, il va falloir juste les emprunter. Aujourd'hui, je pense qu'on ne les emprunte pas assez. Les grandes entreprises en Algérie n'ont pas forcément ce réflexe. Je ne sais plus le terme, c'est de l'open innovation, je pense, et de faire appel à des jeunes étudiants, des jeunes start-up de la boîte d'université pour qu'ils les aident sur des problématiques. On n'a pas forcément ce réflexe-là. Premier réflexe, c'est de faire appel à des experts internationaux. Même la formation, M. Brahimi. La formation, aujourd'hui, effectivement, n'est pas forcément en adéquation avec le besoin national. Aujourd'hui, il faut peut-être faire un état des lieux et définir ce que c'est la cartographie de l'enseignement supérieur en Algérie et quelle est aussi la cartographie du tissu économique algérien. On doit, je disais tout à l'heure, peut-être aller repérer ces talents très jeunes. Je ne vois pas pourquoi on attend 25 ans leur sortie d'université pour dire qui est talent ou pas. Il y a des pays qui arrivent à les déceler à un très jeune âge. Il y a tout cet écosystème. Donc il y a tout à faire, quoi. Il y a vraiment tout à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je m'adresse à mes confrères journalistes. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je reviens à vous pour le numérique. Donc l'inclusion numérique veut dire qu'on doit avoir un haut débit d'accès à Internet. Ce n'est pas le cas aujourd'hui chez nous. Quelle est la solution? Bon, ça c'est un bon débat. Alors, je peux avoir les autres, parce que comme ça, tous, c'est important. Allez, on vous fait travailler. Voilà. Donc, alors, le débit Internet, c'est quelque chose de très sensible. Je vais vous donner un exemple de la sensibilité d'une connexion Internet, pour que vous compreniez l'impact sur l'économie numérique. Vous êtes assis sur votre laptop et vous voulez payer une facture en ligne. Donc, vous utilisez votre carte, vous faites votre code, facture Sonelgaz ou autre, et au moment où vous faites OK pour le paiement, il y a une coupure Internet. Catastrophe. C'est plus qu'une catastrophe, on ne sait pas si ça a été payé. Si vous avez été débité, est-ce que vraiment il a reçu? Est-ce qu'on peut se faire rembourser? Donc, est-ce qu'on va repayer encore une deuxième fois? Et là, on appelle ça les niveaux de service. Quel que soit le débit, mais au moins un niveau de service assuré en continuité. Et aujourd'hui, on peut parler de débit, mais à un moment donné, il faut peut-être assurer un niveau de service minimum. Alors, nous pensons que il y a eu une belle opération qui a été faite pour l'opérateur mobile des années 2000. On a ouvert le marché à des opérateurs privés et publics, et ça nous a donné de la concurrence, et on peut aujourd'hui switcher entre un opérateur public ou un opérateur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de monopole. Et plus que ça, c'est que la situation de monopole, indirectement, implique des critiques en permanence.
Alors l'État devrait à un moment donné contrôler le backbone principal, qui est la souveraineté nationale, qui partout dans le monde c'est comme ça, et nous au contraire il faudrait qu'on aille vers ça parce qu'il y a le backbone principal, mais servir le grand public et l'entreprise doit être adressé par des opérateurs différents. Il faut qu'il y ait la concurrence. Donc on a longuement prôné pour la dernière boucle, et encore la dernière boucle pour nous, ce sont ce qu'on appelle les 5 derniers mètres ou les 10 derniers mètres. Donc Algérie Télécom, elle ramène le débit, et nous on fait jusqu'au, le privé ou autre, fait jusqu'au client final. Ça a été le cas dans les années 2000, on avait iPad, on avait beaucoup d'autres opérateurs, on avait le choix, on avait la box, il y avait plein de choses qui se faisaient, donc on était dans un élan, il y avait même de la formation en ligne, il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, on serait paf, il n'y a plus de monde. Pire encore, c'est qu'on a toujours un seul autre opérateur privé qui exerce, qui compte dans les satellites et dans les connexions WiMAX. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc, derrière, je pense que l'État devrait se mettre en retrait. Elle a une agence de régulation pour réguler le marché. Elle a le débit principal pour le truc. Et elle laisse aujourd'hui les derniers mètres, les derniers pour les opérateurs privés, au même titre que les telcos. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. Et avec la multiplication des fibres optiques que nous avons à l'international, le dernier, ça a été au niveau de la fibre de Valence, etc. Donc on peut se permettre à un moment donné d'avoir ces débits et d'avoir ce niveau de service si le marché devait être ouvert. Je parlais dans mon exposé, c'est qu'on doit ouvrir l'investissement au privé. On doit l'ouvrir, on doit assurer une meilleure qualité de service aux citoyens et au grand public et aux entreprises. Et aujourd'hui, la connexion Internet est un pilier fondamental à l'économie numérique, parce que moi j'appelle ça le transport de données, donc tout simplement. Et il y a d'autres piliers qui sont aussi importants, mais un des piliers principaux, c'est la connexion et le transport des données. Donc voilà, c'est un peu le commentaire que j'ai par rapport au débit Internet. Et je pense qu'on peut nettement améliorer nos classements à l'international. Vous savez, quand on se connectait sur Internet les années 2000. On pouvait s'envoyer des mails les années 2000 avec un simple RTC, téléphone 4 chiffres. Donc, ce n'est pas la connexion qu'on remet en cause, mais c'est la qualité de connexion qu'il faut remettre en cause. Et encore une fois, si aujourd'hui on veut vraiment que le citoyen ou les entreprises font confiance à la technologie, il faudrait qu'il n'y ait pas des coupures. Il faut que le niveau de service soit au niveau requis et bien sûr sécurisé, c'est ce qui est important. On appelle ça en anglais la technology adoption, donc la confiance sur la technologie pour pouvoir faire décoller une économie numérique. Bien, merci. Si on se projetait dans l'avenir, quel serait l'impact de cette économie numérique sur la croissance économique nationale ? Alors, juste pour vous dire, déjà récupérer nos 4% du PIB sur l'économie numérique, ça c'est en termes d'employabilité, en termes de relance économique, en termes d'export et d'innovation, c'est quelque chose d'incroyable. Donc aujourd'hui, c'est un véritable levier de croissance hors hydrocarbures. Donc la première des choses, c'est indirectement aujourd'hui créer d'autres industries comme l'industrie du logiciel qui aujourd'hui est quasiment absente chez nous. Donc on ne développe pas de logiciel, on n'a pas une stratégie de développement logiciel, on est dépendant, on importe beaucoup de logiciels. C'est vrai qu'on importe du standard qui est des bureautiques, etc. Mais à un moment donné, il faut du développement local et aussi il faudrait imaginer aujourd'hui beaucoup d'entreprises dans les créations de contenus. Donc les contenus accélérants. Donc déjà c'est en termes d'employabilité, en termes de création d'entreprises et en termes de croissance dans les secteurs économiques. Vous prenez par exemple aujourd'hui le commerce traditionnel, vous le mettez sur du commerce numérique, ça devient du e-commerce. Vous avez la croissance suicidaire. Vous avez l'exemple d'un Jumia qui est en train de faire fureur. Je pense que des plateformes algériennes peuvent voir le jour avec du... Mais bien sûr, on est confronté aujourd'hui à la mère des réformes, c'est celle de la réforme bancaire. Et aujourd'hui, la monétique et les systèmes de transaction et tout ça doivent à un moment donné suivre parce que c'est
un véritable frein. Aujourd'hui, il y a eu la loi sur l'e-commerce, mais il n'y a pas encore les textes d'application. On est encore bloqué. Donc, il faut qu'on débloque un peu les choses. Même s'il faut réadapter, je pense qu'il faut amender certaines lois sur la partie e-commerce pour pouvoir un peu ouvrir les choses d'une manière claire. Mais c'est un véritable levier de croissance. C'est plus que ça. C'est aussi même un levier de croissance à l'export. La stratégie nationale à l'export qui a été adoptée, ça fait de cela 2 ans, m'a mis comme axe le numérique, comme un axe à l'export. Je vous donne un exemple simple. J'aime bien être très pragmatique, expliquer aux gens l'exemple simple, comment on fait de l'export. Vous avez un ami à moi qui m'a appelé, il m'a dit, mon fils, il a un problème, c'est que toute la nuit, il est devant son micro, toute la journée, il dort. Je lui ai débrouillé un poste super, il ne veut pas travailler. Je suis parti avec lui en Espagne, c'est lui qui a payé le voyage, il m'a payé un hôtel super, il a sorti sa carte Visa, il a acheté un gros ordinateur à 2500 €. Je dis, mon fils, cet argent, tu le ramènes d'où? Donc je suis parti le voir, le gars faisait du développement pour Google, il avait créé sa boîte en Angleterre, il a fait tout ça, il a fait les virements nécessaires, etc. Et aujourd'hui, quand vous demandez à ce jeune de rapatrier l'argent en Algérie, la banque lui dit attestation de service fait, d'où tu as ramené ça, comment tu as fait, etc. Le gars se décourage. En plus, on ne lui donne pas en devise, on lui donne en dinars algériens. Donc vous savez qu'il y a un marché parallèle, le petit jeune calcule très rapidement. Donc ça, c'est un exemple simple. Et il y en a des milliers. Vous prenez juste des gens qui ont 2 000, 3 000 € par mois. Vous avez toute l'année, ça fait juste un calcul simple, on ne va pas très loin, ça fait 12 000 € par mois. Vous prenez 5 000, 6 000, 10 000, ou bien donc 50 000, on est en train d'avoisiner les 500 000 € à peu près, 600 000 €. C'est $1,5 million, $1,5 million. Donc c'est du revenu qui n'est pas du tout visible. Et si vous structurez tout ça, vous donnez la forme nécessaire, c'est des rentrées d'argent inestimables pour l'Algérie. Et le talent, il est là. Il suffisait, parce que l'idée, elle est là, les jeunes se lancent sur ça. Ils sont internationaux, ils n'ont pas de frontières. Donc on appelle ça les millennials. Ils ont une façon de voir les choses différentes. Donc il faut qu'on se réadapte à eux, qu'on se réforme par rapport à eux. D'où l'impératif de réformer le système bancaire. Exactement. Par rapport à ça, madame, je rajouterai juste une chose. En fait, c'est bien de temps en temps de faire un peu d'histoire et de voir comment se passent les choses. Je reviens à la révolution industrielle il y a quelques dizaines d'années. Et puis on fabriquait dans des pays émergents, nous qu'on consommait. Après ça s'est un peu développé, c'est qu'ils ont continué à développer, à innover et puis fabriquer en Chine. Et nous on est resté en train de consommer. Après ils sont passés même à une échelle supérieure où maintenant on innove dans ces pays émergents, on développe en Inde, on fabrique en Chine et on consomme. Et puis donc on s'est dit, il va falloir qu'on fabrique localement, on fait du made in algérien. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre en retard? Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on profite de notre retard justement et se dire pourquoi ne pas aller développer au lieu de nous voir uniquement comme des visseuses à ce que les autres ont développé et ont innové. Aujourd'hui, nous avons les moyens de faire des choses. Il y a des choses qui sont très simples aujourd'hui en Algérie. Je vais vulgariser vraiment les choses. On sait très bien que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui en Algérie d'aller recruter un Algérien compétent que d'aller ouvrir un ouvrier. C'est une réalité, il faut dire les choses, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs qui sont capables d'innover et je pense que notre vraie force de frappe, elle est là-dedans. Pour revenir à ce que ça peut apporter à l'économie, aujourd'hui il y a des chiffres qui font peur. La capitalisation boursière en Algérie, c'est 0,3%. Autant dire inexistence. Je vais vous donner juste quelques chiffres en fait. Aujourd'hui aux États-Unis, on investit 186 $ par habitant dans des startups. En Europe, c'est 16 $ par habitant. On n'est pas loin de 50 millions. Si on fait la moitié de ce que font les Européens, c'est-à-dire 8 $, faites le calcul, ce que ça peut apporter à notre économie. Sachant qu'aujourd'hui, la norme parle de... Enfin, les meilleurs, aujourd'hui, sont sur des ratios de 1200 startups par habitant. On a combien de start-up en Algérie, justement? Madame, alors j'ai commencé par ça. Il va falloir qu'on définisse ce que c'est une start-up. D'abord. À partir de là, on saura combien on a de start-up. Je rajouterai qu'on n'a aucune licorne. Une licorne, c'est une entreprise, c'est une start-up qui arrive à capitaliser plus de $1 milliard. Donc c'est simple. On est en train, je ne sais pas, le revenu de l'Algérie, c'est quelques dizaines de milliards de dollars. En faisant une licorne, on fait déjà $1 milliard. Donc l'impact, il est
Énorme. Énorme. Maintenant, à nous de créer cet écosystème qui va permettre l'émergence de cette jeunesse, et d'autant plus, aujourd'hui nous avons, on parle souvent du système éducatif en Algérie qui a été très théorique. Capitalisons là-dessus. Il a été très théorique, ça veut dire que nous avons aujourd'hui des personnes qui ont fait beaucoup de recherches fondamentales. Il suffit juste de leur donner le petit truc qui va leur permettre d'innover rapidement, qui va leur permettre d'aller chercher de l'innovation. Justement, le numérique dans l'éducation, la santé, le service public, c'est possible? Alors, je corrige. Le numérique, c'est un truc très important. Le numérique, effectivement, aujourd'hui, c'est un gros potentiel et un gros pourcentage de ce qui est start-up. Mais maintenant, il faut qu'on fasse attention aussi. Toutes les start-up ne sont pas numériques. Et toute l'innovation n'est pas start-up. C'est compliqué, ça. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué, mais il va falloir, les entreprises, les grands groupes doivent faire de l'innovation aussi. Le dernier buzz dans les startups actuellement, qui date d'une semaine, c'est un petit jeune de 15 ans qui a inventé l'aimant à particules de plastique. Il n'y a pas de numérique là-dedans, mais ça reste une startup qui va... C'est peut-être compliqué, mais il y a des choses qui doivent être clarifiées pour qu'on puisse mettre les chiffres derrière. Bien. Est-ce qu'il est possible de répondre à ma question? Le numérique dans la santé, l'éducation, les services publics? Alors, je parlais d'industrie de logiciels, de développement de logiciels, je parlais d'innovation. Aujourd'hui, si nous devons aller vers j'allais dire, le nouveau terme utilisé, c'est le citizen-centric. Tout autour du citoyen et tout autour du service autour du citoyen. Donc les villes intelligentes, les accès aux services publics intelligents, la traçabilité, la transparence. Et c'est ça un peu la nouvelle évolution un peu du marché numérique. Et je pense que nous devons, c'est possible, pour répondre à votre question, mais il nous faut un véritable plan Marshall sur 5 ans. Un véritable plan Marshall sur 5 ans pour la partie dématérialisation, surtout la partie administration, santé. Et il faudrait qu'à travers des assises de numérique, qu'on définisse ce plan et qu'on alloue les ressources financières pour, et qu'on implique l'écosystème à le faire. Un exemple très simple, j'aime bien les exemples simples. En Europe, on crée des champions du numérique. Très bien. Comment on crée des champions numériques aujourd'hui? C'est simple. On a une problématique précise. Et, je donnerai juste, par exemple, les Jeux Olympiques 2024. Ils ont déjà signé avec leur principal acteur du numérique, c'est Atos, qui est connu dans le numérique, et ils vont le faire monter encore davantage, et ça va être le véritable acteur du numérique dans le domaine du sport. Dans la cybersécurité avec Thales, si on prend juste des exemples précis, ils ont pu créer des champions dans la technologie et dans le numérique. Aujourd'hui, nous, en Algérie, on a une problématique particulière, pointue, à qui on va la confier en tant qu'entreprise? Est-ce que nous avons des leaders technologiques? C'est pour ça que je parlais d'écosystème numérique. On a négligé, on n'a pas pu aujourd'hui encadrer des champions de numérique qui, eux, vont utiliser des startups dans le recherche et développement pour développer, je parle du numérique, bien sûr. Et donc, ce qu'il faudrait revenir à ces exemples simples, c'est donner des projets à des acteurs locaux et leur donner ce plan de charge et leur donner un cahier des charges pour évoluer dans le temps et avoir des produits exportables. Nous avons mis en place une e-justice, mais la question que je me pose, est-ce qu'on a capitalisé autour de 2 ou 3 acteurs qui puissent exporter cette technologie ailleurs? Je posais une question à un haut cadre de la fonction publique en leur disant, vous avez mis en place une e-état civil avec 3 ingénieurs, mais est-ce que vous avez pu confier ce projet à une entreprise avec un cahier des charges sur 2 ans pour capitaliser autour de e-état civil, pour l'exporter? Donc aujourd'hui, nous devons, pour pouvoir réussir notre véritable plan Marshall, nous devons nous appuyer sur des acteurs locaux et non pas importer des acteurs chinois pour des développements locaux. Quand je vois, moi, des projets de messagerie, de collaboration, envoi de mail, les confier à des entreprises internationales, alors qu'il y a des acteurs locaux, moi, je commence à pleurer. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Et c'est ça l'objectif.
essayons de créer un écosystème et créons des champions du numérique, mettons un plan stratégique sur 5 ans pour transformer toute notre administration, la santé, bien sûr, quoi qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur la santé. Au niveau de l'intérieur aussi. Au niveau de l'intérieur, la justice, le ministère du Travail aussi, beaucoup de travail, mais de capitaliser autour de ça. Et là, je pense qu'on aura non seulement de l'emploi, non seulement de la recherche, parce qu'on va impliquer les universités, on va impliquer des universités dans le développement de logiciels, on va dans la cybersécurité, parce qu'il faut sécuriser tout ça. Et aujourd'hui, la sécurité est un axe très important. On ne peut pas importer des systèmes de sécurité, de cybersécurité, et de ramener des étrangers pour nous implémenter chez nous. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faudrait que ce relais-là soit faire battre des nations. Je vous disais que l'ingénieur d'aujourd'hui, c'est le soldat de demain, dans le cyberespace. Et tout ce que vous voyez dans le physique va se transformer dans le virtuel. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens, M. Diawed, écoutez, pour la sécurisation, justement? Bien sûr qu'on a les moyens. On a les moyens, on a aussi la croissance nécessaire et on a les projets. Vous savez, madame, à partir du moment où on digitalise une entreprise, on augmente sa productivité et sa bonne gouvernance. Donc, le retour sur investissement sur la partie numérique, il est très rapide. Très rapide. Et c'est ça ce que je veux évaluer, c'est ça les vraies évaluations nécessaires qu'il faut se faire. Et aujourd'hui, attirer des investissements à l'étranger pour pouvoir faire du transfert technologique, parce qu'ils ont besoin de transparence et de prédictibilité. Et aujourd'hui, avec l'outil informatique, on peut régler l'outil numérique, on peut régler pas mal de choses. Et c'est ça que... Mais je vous réponds, je reviens aussi, parce que vous parlez de moyens, et j'ouvre une parenthèse. Je parle de moyens en matière de sécurisation, parce que le numérique représente aussi un risque. Oui. Est-ce qu'on a les moyens de protéger les données qu'on va mettre sur l'Internet et tout ça? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Alors, il y a beaucoup de technologies à travers le monde sur la partie cybersécurité. D'accord? Alors, nous disons à chaque fois qu'on veut mettre en place des outils de sécurité, c'est si vous ramenez un partenaire étranger, il faut, pour qu'il sait le faire, qui a la technologie pour le faire, il faut imposer un cahier des charges, il faut imposer qu'un acteur local puisse avoir ce transfert. Très bien. L'exemple que je donnais, il y avait une grosse multinationale qui venait, qui avait un plan de charge. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas négocié avec cette multinationale de telle façon à avoir un plan de développement sur la partie numérique? Regardez juste, je sais que je n'aime pas sortir les exemples de voisins en termes de maturité numérique, mais il y a certains pays en Afrique qui ont atteint une maturité numérique parce que l'écosystème et les multinationales ont beaucoup travaillé pour former l'écosystème. Et aujourd'hui, nous n'avons pas rien fait pour ça. Et donc, mais il y a d'autres départements qui travaillent beaucoup sur la cybersécurité, notamment la Défense nationale, notamment d'autres parties, qui sont très avancés sur la partie cybersécurité. C'est tout à fait normal parce que c'est un enjeu stratégique. Et nous avons beaucoup d'ingénieurs qui sortent des universités. Je pense que nous avons les moyens pour ça. Très bien. Et j'ouvre une parenthèse sur aujourd'hui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le FOTIC, qui est un fonds national il s'appelle le FAOTIC. C'est un fonds national pour l'informatisation, le développement numérique en Algérie. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité sur ce FAOTIC, censé avoir été mis en place pour développer des projets numériques. Aucun écosystème n'en a bénéficié. Alors, nous aimerions bien avoir de la visibilité sur ce FAOTIC et de l'écosystème. C'est quoi le FAOTIC, M. Diawed? Alors, si ma mémoire c'est bon, c'est le fonds de dessin. Alors, c'est un fonds spécifique qui a été mis en place pour le développement du numérique et tout ce qui était hissé sur l'échelle nationale. Donc, c'est des fils qui sont pris... pardon? Je pense que ça fait... Avec e-Algérie, c'était avec e-Algérie. Donc, c'est pour encourager des programmes structurants dans le cadre numérique, la formation, le développement et tout ce qui était attrait au numérique. Donc, FAUTIC. D'accord. Voilà. Et vous dites qu'on a, malgré ça, on n'a aucune visibilité? Difficulté d'accès à ce FAOTIC, absence de transparence, j'allais dire pas de visibilité, et à chaque fois qu'il y a des projets qui se mettent en place, il n'y a toujours pas de financement. Donc, aujourd'hui, c'est un fonds spécifique qui a été mis qui n'a pas servi à l'écosystème. Voilà, c'était la parenthèse. Merci. Oui, des questions? Oui, allez-y. Le micro, s'il vous plaît, le micro.
question sur l'hébergement des sites et la souveraineté numérique du pays. Parce que héberger en Algérie, par exemple, chez TDA, ça coûte cher. Alors, les start-upers hébergent leur site chez des pays étrangers et c'est ce qui fait que nous ne sachons pas où vont nos données. Dans le même sens, oui. Oui. Alors, c'est important de le dire qu'on n'est pas un pays à part. Tous les pays du monde ont cet acte de souveraineté que leurs données doivent être hébergées chez eux. Ce qui fait que quand vous avez l'Europe qui a poussé vers ça, vous avez eu des gros data centers de Google installés en Allemagne. Parce que impossible. Donc tout le monde parle de souveraineté de données nationales. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Sauf que la différence, c'est que nous ne sommes pas trop visibles pour des multinationales pour qu'ils investissent chez nous des data centers de haut niveau. Donc c'est un peu ça. Et donc ça, c'est juste la parenthèse pour vous dire qu'on n'est pas. Donc l'une des grosses contraintes aujourd'hui que nous avons sur la partie e-commerce, c'est cet hébergement local pour pouvoir faire décoller les choses. Et il y a eu un cahier des charges par rapport à l'investissement. Et aujourd'hui, nous devons comptabiliser, je pense qu'on a 2 hébergeurs qui sont l'hébergeur historique national, qui est excessivement cher, à mon sens, par rapport à ce qui se pratique à l'international. Et on a un autre privé qui est basé à l'ouest et qui aujourd'hui essaye de faire beaucoup de choses. Et donc les données aujourd'hui, vous savez que les conditions sont draconiennes pour pouvoir avoir un agrément pour être cloud ou fournisseur de cloud. Et aujourd'hui, j'aime bien donner des exemples simples pour que tout le monde pense la même chose. Dans le physique, vous avez un hôtel, vous avez des gens qui s'hébergent la nuit, il rentre, il est responsable de ce qui se fait dans sa chambre, et l'hôtel déclare les gens et la police prend. L'hébergement de données se passe de la même manière, sauf qu'il y a d'autres mécanismes. Donc quand on héberge de la donnée, et aussi on héberge aussi de la même manière. Donc si vous dites que celui qui héberge les gens est responsable de ce qui se passe chez lui, là ça cause problème. Là ça cause problème. Et donc à un moment donné, on doit répertorier, c'est tout à fait normal. Donc l'hébergement aujourd'hui doit décoller. Et dans mon exposé, j'avais dit il faut encourager l'investissement. Parce que la tendance mondiale aujourd'hui, ce n'est plus les grands data centers focalisés. Maintenant, on favorise les petits data centers départementaux. Donc, c'est encourager la mise en place des data centers. Pourquoi? Parce que le transport de la donnée d'un point à un autre coûte cher aussi. Donc, plus vous rapprochez le data center chez vous, plus la donnée, ça coûte moins cher. Donc, c'est un peu ça. Donc, on favorise ce qu'on appelle les data centers locaux. Donc, il faut qu'on ouvre au privé les data centers, l'hébergement de données pour qu'on offre ce service. Et l'hébergement de data center, c'est quoi finalement? C'est qu'au lieu que j'achète un serveur, je le mette chez moi, je vais louer de l'espace et lui va m'offrir un serveur à distance. Donc, in fine, je vais réduire les coûts d'importation du matériel. Je vais considérer que c'est des frais d'exploitation parce que ce n'est que de la location, ce n'est plus un frais d'investissement lourd. Je ne me décharge plus d'avoir une IT, de personnel supplémentaire informatique pour me gérer toute ma partie informatique. Il y a beaucoup de gains à gagner dans la partie cloud. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais l'hébergement de données aujourd'hui, il y a une règle, la loi elle est très claire, il faut que les données soient là, mais encore une fois, il faut différencier entre une donnée sensible et une donnée pas sensible. Et le monde entier est en train de passer en mode cloud, et les données stratégiques des entreprises, est-ce que les backups, on a le droit de les faire chez nous ou pas? Ce sont des questions qu'il faut poser, qu'il faut se mettre. Si aujourd'hui on a des tremblements de terre au niveau nord, peut-être qu'il faut prévoir des data centers de backup parce que la donnée est importante. Au sud, peut-être trouver un autre endroit ailleurs, à 2000 km ou 3000 km pour héberger. Et ça, ce sont aujourd'hui des questions qu'on devrait se poser pour développer notre économie numérique quand on atteindra une maturité particulière, bien sûr. Bien, mais si je résume tout ce qui a été dit, M. Diawed, la transformation numérique en Algérie est au stade embryonnaire, vraiment.
Ah, il y a tout à faire. Elle est vraiment au stade embryonnaire. Donc, on est très, très en retard. Mais par contre, comme disait mon collègue Riyad, c'est profitons de notre retard pour faire des bons technologiques. Et c'est ça l'avantage. C'est que dans un monde qui change, dans un monde où l'innovation va rapidement, les technologies sont très obsolètes, dans les 2, 3 ans, 4 ans, deviennent obsolètes. Je donne un exemple très simple. Encore une fois, j'aime bien les exemples concrets. Nous avons plus de 21 ou 22, on s'accorde sur des chiffres, mais en plus de 22 millions de comptes Facebook. Nous avons 39 millions de gens qui ont des puces abonnés téléphoniques. Et nous voulons aujourd'hui faire une pénétration du paiement électronique. Ailleurs, l'innovation, c'était d'utiliser du M-Payment. Donc ces bons technologiques peuvent nous faire aujourd'hui un bon technologique assez intéressant. J'ai un exemple très simple en termes d'économie numérique. Et aujourd'hui, si on arrive à adapter ces bons technologiques, on peut rattraper le retard rapidement. Donc prenons ce retard comme étant un atout pour pouvoir adopter les nouvelles technologies récentes et faire des bons technologiques. Donc voilà, donc c'est un peu cet avantage. Très bien. D'autres questions? Bien, on va parler, il y a eu un ministère dédié aux incubateurs. Expliquez-nous un petit peu quelle sera la mission de ce secrétariat d'État. C'est quoi incubateur et quel sera son travail? Alors, ce n'est pas un secrétariat d'État, je pense que c'est un ministère délégué. C'est un ministère délégué, voilà. C'est un ministère délégué. Donc, nous saluons un peu cette initiative parce que on a une bonne configuration parce qu'on a un ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie du savoir. Et on a des ministères délégués qui vont aujourd'hui s'occuper des start-up et un autre ministère s'occuper des incubateurs. Alors, on parlait des investissements sur les start-up et aujourd'hui, les start-up ont besoin d'endroits pour j'allais dire, se développer. Et il y a un écosystème existant en ce moment qui est assez timide. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y a eu des expériences privées. Mais je pense que nous devons aujourd'hui développer les endroits où nos start-up et nos micro-entreprises, parce qu'on peut aujourd'hui mettre aussi des micro-entreprises dans les incubateurs, on peut aussi mettre des start-up. Tout dépend un peu du concept. C'est ce qu'on en parlait avec notre collègue Chemseddine, en disant qu'aujourd'hui, le nouveau modèle, c'est le coworking space, parce que les incubateurs ne sont pas très rentables, donc on essaie de rentabiliser avec des coworking, avec un programme spécifique dans l'incubation. Et donc, je pense pour nous aujourd'hui, une politique nationale sur les incubateurs, surtout les régions, parce que, vous savez, l'Algérie, c'est pas Alger. Et donc, par définition, les universités sont éparpillées sur tout le territoire national. La jeunesse, elle est partout et les idées sont partout. Donc, aujourd'hui, donner des écosystèmes de proximité sont intéressants pour les universités. Connecter les incubateurs, c'est très important, ça fait un réseau de connexion. Permettre d'identifier les boîtes à idées, les start-up, et aujourd'hui c'est important, c'est à travers des structures comme ça. Et je pense que le ministre délégué a beaucoup à faire dans ce sens-là. Et encore une fois, on lui fera des propositions dans ce sens-là. Vous avez été approché, M. Djaoued? Non, on est en train au niveau du forum, on est en train de faire un livre blanc. D'accord. C'est un livre de proposition, comme on a fait les mesures d'urgence pour le redressement économique, donc du Forum des chefs d'entreprise. Et là, on est en train de faire un livre blanc dans tous les secteurs et mettre des propositions concrètes et à leur demande, parce que nous sommes force de proposition par définition. Que vous allez soumettre au niveau du ministère. On a une commission start-up, on a une commission qui se met en place au niveau du forum, on a une commission innovation université, on a une commission numérique, et donc nous sommes force de proposition, et aujourd'hui on accueille cette initiative et on aimerait bien aujourd'hui leur proposer avec nos propositions nécessaires et de voir, et on attend. Donc, on fait les choses. Les solutions les plus saillantes qui existent dans ce livre blanc? Ça touche tous les secteurs, encore une fois. Tous les secteurs d'activité sont adressés, puisque en tant que forum des chefs d'entreprise, nous représentons tous les secteurs d'activité, et chaque secteur va faire une proposition aux différents ministères de l'industrie, j'allais dire des PME, des micro-entreprises, des start-up et d'autres secteurs, l'agriculture, d'autres secteurs aujourd'hui sont aussi concernés. Bien. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, si vous pouvez nous résumer l'appel que vous lancez aujourd'hui à ces différents ministères pour le développement des startups et de la numérisation. Alors, pour l'instant, le document est en préparation. Donc, d'ici quelques jours, une dizaine de jours, il sera pris. Il y a des experts dessus. Bon, les pistes aujourd'hui, c'est l'encouragement des investissements. Aujourd'hui, c'est les nouveaux modèles qui se font à travers l'international parce qu'on a fait des roadshows. On est parti dans le cadre d'une mission émerger une vallée au niveau de Marseille pour voir comment l'incubateur régional en Europe est en train de fonctionner. Donc, nous avons des business models que nous sommes en train de mettre sur papier, de faire des propositions. L'idée, c'est de proposer des orientations, comment on voit les choses, comment nous, on voit un incubateur, comment on voit l'encouragement, comment on encourage des fonds d'investissement privés et comment aujourd'hui on essaie de faire une proposition sur la définition de la start-up pour pouvoir aussi l'incuber. Tout ça fait partie des propositions concrètes, peut-être éventuellement... Revoir la réglementation, c'est une priorité aussi? Aussi, donc la partie régulation, la partie business model, rentabilité... Et mettre en place un écosystème adéquat, très bien. Donc s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va terminer parce que M. Diawad a d'autres impératifs. Il y a une question? Une dernière question, alors allez-y. Vous voyez, c'est maintenant que les journalistes arrivent. Les experts remarquent que les start-upers se perdent dans le copier-coller. Est-ce que c'est une bonne chose pour commencer ou quel est votre avis sur... Alors, en fait, qu'est-ce que vous appelez copier-coller? Pour être start-up, il faut être dans l'innovation. Maintenant, est-ce que l'innovation, c'est vraiment une idée nouvelle qui n'existe nulle part dans le monde? Ou est-ce que c'est une idée qui est peut-être pas nouvelle à l'échelle mondiale, mais qui est nouvelle pour l'Algérie? Ça, c'est un truc qui doit être défini. À mon sens, non, on ne doit pas se fermer. En fait. Quand on n'a pas quelque chose qui existe ailleurs dans le monde et qu'on la ramène en Algérie, ça reste une innovation pour le marché algérien. Donc, je ne vois pas la problématique là-dedans. Si vous regardez, prenons le cas d'une des startups les plus connues au monde, c'est Uber. Voilà, Uber, est-ce qu'il a inventé quelque chose? Le taxi, le clandestin existait depuis des lustres, en fait. Ce qu'il a apporté de nouveau, c'est comment commercialiser la chose. Et après, est-ce que c'est une innovation pour l'Algérie? Moi, je dirais que oui. Il a apporté quelque chose de nouveau pour le marché algérien, tout simplement. Bien. Donc, je termine par dire que c'est vrai que le chantier est énorme, mais est-ce qu'on espère? Heureusement, parce qu'on est là pour. Donc, c'est notre métier. Moi, personnellement, c'est mon métier. C'est le métier de beaucoup de professionnels. On vit dans ce pays. Je pense qu'on n'a pas le choix. Nos enfants vont grandir dans ce pays. Donc, et on doit construire notre pays pour ça. Et c'est obligatoire. Donc, moi, je dis que on n'a pas le choix. On doit le faire et on doit rattraper le retard. Donc, et la volonté du président, elle est là. Notre volonté, elle est là, et donc les synergies sont tous là, donc il faut très en profiter. Vous donnerez quel délai pour une transformation numérique complète et quels seront les délais selon vous? C'est difficile d'évaluer, mais j'avais déjà dit un plan sur 5 ans. Déjà c'est ambitieux. Donc, mais la transformation numérique, elle est continue. Donc, à chaque fois qu'il y a une innovation, à chaque fois, il y a des choses qui changent. Mais je pense que si on commence dès maintenant et sur 5 ans, on peut rattraper beaucoup de retard. Il y a une chose qui doit être importante, c'est qu'on doit avoir une vision très long terme. Très long terme, exact. Très bien, merci. Merci à vous, merci pour toutes ces explications et merci à mes confrères journalistes.